Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Le gouvernement togolais a récemment publié un rapport sur le bilan de reboisement pour l'année 2024. Au total, 9,14 millions de plants ont été mis en terre sur toute l'étendue du territoire et des actions incitatives sont menées afin d'encourager la participation citoyenne. Les femmes de la commune de Kayar au Sénégal révolutionnent l'agriculture biologique grâce à des méthodes respectueuses de l'environnement, une démarche qui permet d'améliorer la qualité de leurs récoltes et de subvenir aux besoins familiaux. Et puis les flammes continuent de ravager Los Angeles avec des vents violents qui augmentent le risque de nouveaux départs de feu. Ce sont les points clés de cette édition. Bienvenue à tous. Dans le cadre des efforts de reboisement, le gouvernement togolais continue de s'intensifier. Au total, 9,14 millions de plants ont été mis en terre en 2024 sur une superficie de 11 544 hectares. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à porter la couverture forestière à 25% du territoire d'ici 2030. Honoré Kata nous en dit plus dans cet élément. Le Togo a réalisé des avancées notables en matière de reboisement avec 9,14 millions d'arbres plantés en 2024, couvrant une superficie de 11,544 hectares. Ces chiffres traduisent l'engagement du pays à atteindre une couverture forestière de 25% d'ici 2030, objectif inscrit dans sa stratégie nationale. Des mesures incitatives, comme les récompenses aux meilleurs reboiseurs, ont joué un rôle crucial en stimulant les initiatives locales et régionales. Cependant, cet élan, bien que prometteur, reste encore loin de la trajectoire nécessaire pour réaliser les ambitions décennales du gouvernement. En effet, l'objectif de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, fixé en 2020, demeure un défi colossal. Les résultats actuels, bien qu'en progression, montrent que les plantations annuelles restent limitées à quelques millions. Le rythme actuel met en lumière la nécessité d'accélérer significativement les efforts, tant sur le plan de la mobilisation des ressources humaines et financières que de l'organisation logistique pour transformer cette ambition en réalité tangible. Face à ces défis, l'instruction du président de créer une cartographie des espaces reboisés apparaît comme une initiative pertinente et stratégique. Cet outil pourrait non seulement améliorer la transparence, mais également renforcer l'implication des citoyens et des acteurs locaux en les informant mieux sur les progrès réalisés et les zones prioritaires. Une telle approche participative pourrait transformer les efforts de reboisement en un véritable mouvement national. Malgré les obstacles, le Togo peut s'appuyer sur une dynamique encourageante. La progression constante, comme en témoigne la plantation de plus de 5 millions d'arbres en 2022, soit une augmentation de 57% par rapport à 2021, montre que le pays dispose du potentiel pour atteindre ses objectifs. Cette tendance, soutenue par une stratégie innovante et des actions collectives, pourrait permettre de relever l'un des défis environnementaux majeurs de la décennie. Le Togo marque des avancées significatives en matière de reboisement. À cet effet, le ministre de l'Environnement, Katari Folibazi, a procédé vendredi dernier à Sokodé à la remise officielle des prix aux 3 meilleurs reboiseurs de la campagne nationale de reboisement de 2022 dans la région centrale. Regardez. Dans le cadre de la 3e édition du prix, les concurrents de l'ambition décennale de reboisement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi a procédé le vendredi 10 janvier à Sokodé à la cérémonie de remise de prix aux 3 meilleurs reboiseurs de la région centrale. Parrainé par le ministère de l'Environnement, ce prix est la reconnaissance du gouvernement à l'endroit des citoyens qui se sont résolument engagés dans la réalisation de l'ambition décennale de reboisement de 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Il vise à encourager les lauréats à accroître davantage leurs efforts en matière de reboisement et surtout à inciter les autres planteurs privés à emboîter leurs pas. Les 3 lauréats se partagent une enveloppe de 2 200 000 francs CFA. Le premier prix d'une valeur de 1 million de francs CFA et un trophée a été enlevé par Kabichada Komi Esorana de la préfecture de Blita. Il a planté son 2000 arbres sur 62 hectares avec un taux de réussite de 90%.
Le second lauréat est Uruakondo Makani de la préfecture de Tchaoudjo. Il a mis en terre son 15 000 arbres sur 36 hectares avec un taux de réussite de 75%. Cette performance lui a valu un chèque de 700 000 francs CFA. Le troisième prix d'une enveloppe de 500 000 francs CFA est allé au révérend père Pigna Mazamaiso Alfred de la préfecture de Tchamba. Ce planteur a reboisé 20 400 arbres sur 12 hectares pour un taux de réussite de 95%. Tous heureux, les gagnants ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour ces prix qui, selon eux, viennent les motiver à faire encore mieux l'année prochaine. Le ministre de l'Environnement, Katari Folibazi, a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Faure Essozmna Nyasingbe, pour avoir institué la campagne nationale de reboisement afin de faire face aux nombreux problèmes environnementaux auxquels il est confronté depuis plusieurs décennies. Il a félicité les lauréats et, à travers eux, tous les planteurs privés et l'ensemble de la population togolaise pour leur engagement dans les opérations de reboisement depuis 2021. Le ministre a appelé tous les acteurs à s'investir davantage en vue de contribuer à l'atteinte de l'ambition décennale. La cérémonie de remise de prix aux lauréats a été précédée par une opération de mise en terre de plomb. Cette initiative invite les citoyens togolais à s'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement. Les femmes productrices de la commune de Kayar au Sénégal ont opté pour l'agriculture biologique après des années d'agriculture conventionnelle. Elles ont choisi l'agroécologie pour surmonter la dégradation des sols, améliorer leurs revenus agricoles tout en répondant aux besoins de leur famille. Les détails dans cet élément. À Kayar, une commune de la région de Thiès au Sénégal, les femmes productrices de Mambawan et Cœur Abdoundoye se distinguent par leur transition vers l'agriculture biologique après des années d'agriculture conventionnelle. Dans ces deux villages, les femmes ont progressivement abandonné l'utilisation de produits chimiques et de pesticides, optant pour des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. Cette démarche a non seulement amélioré la qualité de leurs récoltes, mais a également permis de mieux subvenir aux besoins familiaux et de générer des revenus durables. Dans d'autres villages voisins, les femmes, principalement âgées, commercialisent leurs récoltes biologiques sur le marché local. Ces productrices exposent leurs légumes comme des carottes, des courges, des courgettes, des salades et des poivrons qui attirent une clientèle soucieuse de leur alimentation. Selon Tiné Ndoye, ancienne présidente du Réseau national des femmes rurales du Sénégal, l'agriculture biologique, malgré ses défis, est rentable et permet de préserver notre santé et l'environnement. Soutenu par Onda Prona, le Réseau national des femmes rurales du Sénégal a joué un rôle clé dans la promotion de l'agroécologie à travers le pays. Il continue de militer pour la transformation durable des communautés rurales en impliquant les femmes, les jeunes et les hommes dans les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Cependant, malgré les succès des productrices, les défis demeurent. L'accès à la terre, à l'eau et à du matériel agricole adapté reste un obstacle majeur. Ces femmes qui militent pour l'agroécologie appellent à un soutien accru des bailleurs de fonds afin d'améliorer leurs conditions de travail. Un article scientifique paru en décembre dernier dans la revue Bio-Invasion Records alerte sur l'expansion du gecko-nez, une espèce invasive. D'après l'article, il a été observé pour la première fois en Guadeloupe en 2010 et est originaire d'Asie du Sud et des îles du Pacifique. Léonce Sagbo. Le gecko-nain est un reptile qui ne fait pas plus de 10 cm à l'âge adulte. Son corps est généralement de couleur marron crème. Il est originaire d'Asie du Sud et des îles Pacifiques. En 2022, des chercheurs l'ont retrouvé sur 160 sites répartis sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, que ce soit en zone urbaine, périurbaine ou encore en milieu naturel. Le gecko-nain est donc capable d'envahir des habitats très divers, étant donné que sa première particularité est de se reproduire à grande vitesse. Il a un mode de reproduction parthénogénétique, ce qui veut dire que les femelles n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire. Elles produisent des œufs non fécondés qui émergent des clones génétiquement identiques à la femelle.
Ainsi, les ingrédients sont réunis pour favoriser une expansion rapide. En plus de cela, les œufs de Gécona sont capables de résister à l'eau salée et à la sécheresse. Les chercheurs envisagent de faire d'autres études pour déterminer si l'expansion de ce Gécona peut être freinée par les interactions avec d'autres espèces de geckos, comme celui des maisons par exemple, présent depuis plus longtemps en Guadeloupe. D'après l'ONG Caribé Initiative, si aucune mesure n'est prise pour contrôler sa prolifération, le Gécona, comme toute autre espèce envahissante, portera sévèrement atteinte à la biodiversité locale, jusqu'ici riche et diversifiée. Los Angeles va toujours mal depuis la semaine dernière. Les incendies qui ont embrasé les collines depuis plus d'une semaine pourraient reprendre avec des vents violents. Selon le dernier bilan officiel, on compte 24 morts et plus de 10 millions de personnes pourraient être évacuées. Viva Samana, à travers ces images, nous parle de l'évolution de ces désastres. De nouveaux brasiers pourraient se développer autour de Los Angeles une semaine après le début des incendies qui retiennent l'attention du monde entier. Les prévisionnistes de la météo américaine annoncent le retour des vents violents en milieu de semaine. Ceux-ci peuvent souffler jusqu'à 120 km/h. Une situation qui vient compliquer la tâche aux milliers de pompiers mobilisés de partout. Nos ressources de lutte contre l'incendie sont positionnées dans des lieux d'attente stratégiques. Nous déployons des camions-citernes pour augmenter l'approvisionnement en eau des pompiers. Les centres d'opération d'urgence restent activés au plus haut niveau afin de coordonner rapidement les interventions d'urgence. En l'espace d'une semaine, plus de 16 000 hectares sont déjà partis en fumée, avec plus de 12 000 maisons brûlées. Un désastre jamais vécu auparavant. C'est pas croyable. Oh my God. Ma maison. J'avais construit tout ça. Les deux principaux feux sont encore très actifs alors que les pompiers et les autorités déploient tous les moyens humains pour en venir à bout. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées et le bilan humain s'est alourdi jusqu'à 24 morts. Des équipes de secouristes et des chiens renifleurs continuent de chercher les victimes sous les décombres malgré les risques. La ville paradisiaque du Golden State continue de vivre un apocalypse. Des quartiers entiers sont rasés et présentent un décor qualifié de scène de guerre par le président Joe Biden. Les activités humaines telles que la pollution, la construction des barrages, l'extraction de l'or et le changement climatique mettent en danger 24% des espèces d'eau douce. C'est ce qu'a révélé une récente étude publiée par la revue Nature. Le commentaire est signé Léonce Sagou. La beauté des écosystèmes d'eau douce tels que les rivières, les lacs, les étangs et ruisseaux constitue une véritable attraction car ils sont à la fois une source de plaisir et une ressource à exploiter. Pour la première fois, les chercheurs ont porté leur attention sur les espèces d'eau douce. C'est un changement par rapport aux études précédentes qui examinaient d'habitude les animaux tels que les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Bien qu'ils ne couvrent qu'1 % de la surface de la Terre, ils abritent 10% de toutes les espèces animales, ce qui en fait des réservoirs vitaux de biodiversité. Ils sont néanmoins gravement menacés de nos jours. La plupart des grands fleuves d'Amérique du Nord et d'Europe ont été profondément transformés par les actions humaines, notamment la construction des barrages massifs hydroélectriques et la création de vastes réservoirs. Selon une récente étude publiée par la revue Nature, près de 25% des 23 500 espèces étudiées sont classées comme vulnérables, en danger ou encore en danger critique d'extinction. Ce chiffre est assez troublant. Un quart des espèces sont menacées d'extinction. En outre, nous savons qu'environ 23% des espèces examinées ne disposent pas de données suffisantes. En d'autres termes, nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour dire exactement à quel point elles sont menacées. Mais il y a de fortes chances qu'un bon pourcentage d'entre elles soient menacées. Sur la base d'une autre information dont nous disposons, si 25% des espèces que nous connaissons sont menacées, nous pouvons dire qu'un quart des espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes sont également menacées. Alors les chiffres peuvent encore être plus élevés qu'on ne le pense.
Les auteurs insistent sur l'importance de s'attaquer aux menaces pour atténuer le déclin et la perte actuelle des espèces. Les écosystèmes d'eau douce sont particulièrement menacés en raison de leur proximité avec les activités humaines, contrairement aux océans et aux mers. Le fait que ces écosystèmes d'eau douce soient interconnectés joue également un rôle dans la pollution, qui reste une préoccupation majeure pour les 23 500 espèces dépendant de ces écosystèmes, notamment les libellules, les poissons et les crabes. Ainsi, un cours d'eau en amont peut rapidement se propager en aval, affectant une zone plus vaste. De plus, ces ressources en eau douce sont utilisées dans l'extraction agricole, dans le besoin en eau potable et sont menacées par les espèces envahissantes. Le changement climatique en première ligne, les incendies de forêt et la déforestation ont entraîné d'importantes destructions dans diverses régions, notamment en Amazonie et en Australie. Rappelons que selon l'étude, plus de la moitié des espèces menacées examinées sont affectées par la pollution, 39% par les barrages et l'extraction d'eau, 37% par les changements d'utilisation des terres pour les activités agricoles et 28% par les espèces envahissantes et les maladies. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez depuis Sokodé. Restez avec nous, l'information continue. Passez une agréable soirée et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.